Bonsoir et bienvenue. Merci de nous retrouver ce soir. On n'a jamais été aussi à l'heure pour le démarrage d'un webinaire. Un webinaire qui est dédié ce soir au crowdfunding immobilier. C'est la 4e édition de ce webinaire et on a décidé ce soir de s'intéresser aux étapes clés. C'est dans le titre de ce type d'investissement, de la souscription au remboursement, pour que vous puissiez comprendre pas à pas comment fonctionne le crowdfunding immobilier et les choses que vous devez garder en tête tout au long de l'investissement. Alors, bien sûr, dans un contexte qui reste chahuté sur le marché de l'immobilier, on parlera justement du contexte économique global en regardant les indicateurs clés à bien comprendre et maîtriser. Et puis, on rentrera dans le concret de ce processus d'investissement crowdfunding immobilier sur votre espace client Boursorama avec toujours en gardant en tête le souci d'avoir une information très pratique, où souscrire, comment suivre les projets, comment se passe le remboursement. Bref, rien ne sera laissé au hasard. Et notre partenaire pour le crowdfunding immobilier, vous le connaissez bien maintenant puisqu'il s'agit d'Homunity. Alors pour répondre à toutes vos questions ce soir, ils sont deux avec moi sur le plateau. Quentin Romet, cofondateur et président d'Homunity. Bonsoir Quentin. Bonsoir Laurent. Et Rémi Filipovic, chef de produit marketing, épargne et placement. Bonsoir Rémi. Bonsoir Laurent. Bon, voilà, on est ensemble pour au moins 40 minutes. Il y a pas mal de questions qui sont tombées au moment de l'inscription. Vous pouvez bien sûr continuer tout au long de cette présentation. La tablette, elle est là, elle est parée à côté de moi. Il y avait cette question de Jean-Marc qui nous demandait est-il possible de revoir la séquence en replay? Oui, bien sûr, Jean-Marc, ce sera comme tous les webinaires Boursorama disponibles en replay d'ici quelques jours. Voilà, donc pas d'inquiétude là-dessus. On l'a dit. 40 minutes, peut-être plus si vous avez des questions, donc n'hésitez pas. Et puis on va commencer tout de suite, Quentin, on va rentrer dans le vif du sujet. On a fait il n'y a pas longtemps un webinaire sur les SCPI, donc on parlait là d'un autre type d'investissement immobilier. Et ce qu'on a fait en premier dans ce webinaire, c'était de poser le contexte, parce qu'on entend tout, et surtout, il faut le dire, des choses inquiétantes sur le marché de l'immobilier, tout serait bloqué, les mises en chantier s'effondreraient, on n'est pas loin de la catastrophe. Nous, ce qu'on avait envie ce soir, c'est peut-être de remettre un peu de rationalité et de factuel dans cet état des lieux. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui du marché immobilier? Ou en tout cas des grandes tendances. Alors, c'est toujours très intéressant de se poser sur le contexte et de prendre un peu de recul. Dans l'immobilier, ce qu'il faut savoir avant toute chose, c'est qu'il y a différents types d'immobilier. On peut parler de l'immobilier résidentiel, donc le logement tout simplement, ou de l'immobilier tertiaire. Dans l'immobilier tertiaire, il y a les bureaux, les centres logistiques, les retail parks, les commerces. Et ce qu'il faut voir souvent, quand vous parliez des CPI à l'instant, les sociétés civiles de placement immobilier sont positionnées sur des classes d'actifs, la santé, le bureau, le commerce, qui ne réagit pas de la même manière. Et nous, quand on parle de promotion immobilière, on parle principalement de logement. Et dans le logement, pareil, au sein de logement, il faut bien voir si on parle du neuf ou de l'ancien. Oui. Et on va avoir l'occasion d'en parler dans les quelques slides qu'on vous a préparés ce soir. C'est faut faire la différence entre le volume de transactions qui est en chute libre et les prix qui, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, ne sont pas totalement en chute libre. D'accord. Donc ça, le contexte a bien évolué depuis 2 ans. Je pense que le point de départ, c'était la guerre en Ukraine, avec une hausse des taux significative. On l'a vu, une inflation qui a explosé et qui se rapproche d'un niveau des 2%, qui est un objectif cible par la Banque centrale européenne. Ça y est, on revient, on va dire, presque à la normale. Exactement, on est presque à cet objectif de ces fameux 2%. Et il y a une chose intéressante qui s'est produite il y a maintenant quasiment 2 semaines. C'était la première fois que la Banque centrale européenne baissait ses taux directeurs, et c'est quelque chose qui n'était pas arrivé depuis 5 ans maintenant. Donc ça, pareil, c'est des faisceaux d'indices qui sont intéressants à prendre en compte pour le marché de l'immobilier. Pour autant, la réalité, c'est ce chiffre qu'on voit de moins 65%. Qui est impressionnant quand même. Exactement, c'est la diminution de la production mensuelle de crédit à l'habitat. Donc on parle bien de logement, on ne parle pas de bureaux comme on vient de l'évoquer. Entre mai 2022 et mars 2024, moins 65%, c'est stratosphérique comme chiffre. Et c'est une réalité économique qu'on perçoit au quotidien. Bon, voilà pour ce marché avec des choses contrastées. Vous l'avez dit, intéressant de distinguer les volumes et les prix, avec des prix qui résistent peut-être mieux qu'on ne s'y attendait. En tout cas, il y a intéressant aussi de regarder les indicateurs clés de ce marché pour bien comprendre comment il évolue. Exactement, et il y a toujours, j'en parle de temps en temps avec les journalistes, quand on pose la question, les prix de l'immobilier sont en train de s'effondrer. Et souvent, je pose la question, on parle de combien de pourcentage? Et on me répond 1, 2%. Ouais. Je dis, bah oui, mais s'ils ont pris 5% sur les 12 derniers mois, et là que vous me dites, sur le dernier trimestre, ça a diminué de 1 ou 2%. Un petit effondrement. Exactement, un petit effondrement. C'est pour ça qu'il faut toujours prendre du recul. Même sur les taux, c'est un graphique qu'on observe de manière
hebdomadaire quasiment chez Homunity, c'est l'évolution des taux sur les 20 dernières années et année par année. Ce qui est intéressant de constater, c'est que les taux ont augmenté de manière très rapide. Ils commencent à diminuer, mais ils ne sont pas si élevés si on prend un pas en arrière, si on fait un pas, si on prend du recul. Sur les 20 dernières années, on a déjà connu des taux élevés, voire beaucoup plus élevés dans les années 90 par exemple, et pour autant l'immobilier continuait de tourner. Donc ce n'est pas parce qu'on s'endette à 3,5, 4% que ce sont des mauvaises opportunités, oui. Encore plus pour des particuliers qui peuvent renégocier leur taux par la suite durant la vie de leur crédit. Et pareil, là on observe la variation des prix des logements en France, et là on parle de l'ancien. Sur le dernier trimestre, on parle de moins 1,6%. Donc effectivement, il y a des prix qui sont en train de diminuer. La correction sur les 12-18 derniers mois n'a pas vraiment eu lieu. Est-ce qu'elle aura lieu demain ? Une majorité de personnes s'accordent à dire que pas forcément, parce que c'est toujours une logique d'offre et de demande. Donc les prix résistent et diminuent en ce moment. Oui. Dans l'ancien, on verra que dans le neuf, ce n'est pas forcément la dynamique. Et par contre, ce qui est certain, et c'est ce qu'on voit sur la slide d'après, c'est les volumes de transactions qui, pour là, c'est sans appel. Oui. Les notaires ont moins de boulot en ce moment. Oui, c'est ça, hein, parce qu'on évoque aussi, c'est le ralentissement marqué des lancements commerciaux. Ça, c'est quelque chose que vous constatez. Et puis, qu'est-ce que ça implique pour vous, justement ? Alors, on a une problématique en France. On a créé Homunity il y a une dizaine d'années maintenant, en 2014 très précisément. Et je me souviens que quand on avait créé Homunity, on nous disait la chose suivante, c'est qu'il nous manquait quasiment 10 années de production de logements pour avoir un équilibre entre l'offre et la demande. Et chaque année, ça fait que s'aggraver. Et là, ce qui est inquiétant, c'est de voir que la slide qui est impressionnante aussi, si on peut nous la montrer en régie. Voilà. Ça, ce sont les mises en vente, et ce qui nous inquiète un peu sur cette notion d'offre et de demande. Donc d'offre, c'est le nombre de logements qui sont in fine disponibles à l'acquisition, et la demande, c'est tout simplement des particuliers comme vous et moi qui allons nous porter acquéreurs d'un logement. Et on ne parle pas d'une baisse de moins 5 ou moins 10%, on parle de moins 40%, un peu plus de moins de 40%. Et ça, c'est un chiffre qui est assez alarmant. Et je lisais en venant justement une prise de parole de Bruno Le Maire qui date de ce matin et qui a été interrogé par différents syndicats sur la politique économique qu'il allait mettre en place. Et il dit je reconnais, je fais mon mea culpa sur on a trop laissé le logement de côté. Et quand on voit les chiffres, effectivement, c'est assez accablant de voir des mises en vente aussi faibles. Et donc ça veut dire des mises en chantier très, très faibles. Et donc on n'aura pas de logement de manière assez significative pour répondre à la demande dans les prochaines années. Et oui, c'est pas faute d'avoir tiré pour le coup la sonnette d'alarme. Et vous l'avez dit, pour ce qui est notamment des mises en vente, en revanche, sur les prix, là aussi, les signaux ne sont pas aussi clairs ou en tout cas évidents qu'on aurait pu le penser. Exactement, et ça c'est l'impact, l'offre et la demande. Ah oui, finalement, s'il y a moins de logements disponibles… Il n'y a pas de raison que les prix baissent, et c'est ce qu'on constate sur le graphique que vous avez en face de vous, c'est que contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on voit que l'immobilier est chahuté, on pourrait se dire, l'ancien va y avoir une diminution des prix, au final ça résiste plutôt bien, il y a une diminution des transactions qui est très conséquente, et dans le neuf, contre toute attente, mais c'est extrêmement logique, il y a une augmentation des prix, et tout simplement il y a tellement peu de logements neufs à vendre aujourd'hui, que vous vous retrouvez avec des prix qui augmentent d'une année sur l'autre. Et ce n'est pas forcément un signal positif pour l'immobilier français, en tout cas pour ce qui est des logements. Bon, une fois qu'on a présenté ces différents indicateurs du marché, avec des éléments contrastés, moins simples qu'on pourrait l'imaginer, j'y reviens encore une fois, j'imagine que les clients de Boursemans qui nous regardent se demandent, mais est-ce que ça vaut encore le coup, là-dedans, d'investir en crowdfunding immobilier ? Est-ce que c'est toujours aussi pertinent en 2024, en juin 2024, au moment où on se parle? Alors, je vous ai dit juste avant que Homunity s'était lancé en 2014. Là, on a les chiffres sur 2015 de l'évolution du crowdfunding immobilier sur les dernières années. Donc pareil, c'est assez intéressant, c'est que c'est un marché qui est en repli par rapport à 2023, par rapport à 2022. On a connu une croissance tellement fulgurante sur les 10 dernières années que ce n'est pas spécialement alarmant. De toute façon, on s'adapte à notre marché. Il n'y a pas de raison que le crowdfunding de manière générale et le crowdfunding immobilier en particulier fassent des volumes colossaux quand notre marché se réduit. Ce n'est pas la première période tendue de l'immobilier, Quentin. Là aussi, c'est des cycles très longs. On a l'impression qu'on le découvre parce que c'était… mais exactement. On a déjà connu ça. Et comme pour les marchés cotés, donc la bourse ou le CAC 40, il y a des points hauts, il y a des points bas, il y a des points d'entrée. Et c'est ça qui nous intéresse dans l'immobilier, c'est quelles sont les opportunités à saisir dans le contexte actuel.
Et c'est notre métier justement d'aller saisir les bonnes opportunités parce qu'on est convaincu que en période de crise, c'est potentiellement là où il y a les meilleures affaires à faire. Bon, voilà. Et Homunity, en partenariat avec Boursorama, justement, pour proposer ses produits en crowdfunding immobilier, qu'est-ce que ça représente? Voilà, quelques chiffres clés sur le crowdfunding immobilier chez Homunity. Alors, notre savoir-faire, c'est d'accompagner des promoteurs immobiliers, des opérateurs, et pour cela, on collecte des fonds auprès de particuliers. Ces particuliers sur la plateforme ont investi un peu plus de 700 millions d'euros, dont une partie qui sont passés à travers Boursorama, on en parlera après, notamment leur PEA-PME. Nous, notre métier, donc du coup, c'est de réunir d'un côté des particuliers pour investir et de l'autre côté des promoteurs immobiliers ou des marchands de biens. Et c'est ce que vous voyez à votre écran. On a financé un peu plus de 550 opérations auprès de plus de 150 opérateurs immobiliers. Et donc, ça, on ne s'en rend peut-être pas compte, mais on a vu passer plus de 6000 dossiers qu'on a étudiés en interne. Et ce qu'on valide après notre audit, c'est ce qu'on va rendre disponible à l'investissement parce qu'on a une conviction assez forte qu'il y a un niveau de rendement-risque qui est particulièrement intéressant. Le revers de la médaille, c'est ce que je viens de dire, les risques. Et c'est là où on voit le taux de retard. Taux de retard à ne pas confondre avec le taux de défaut. Oui. Ce 4%, ce n'est pas du tout notre taux de défaut. C'est là où les projets… On explique la différence entre les deux, très simplement. Alors, taux de défaut, c'est qu'on a perdu 100% de notre capital et qu'on ne va pas réussir à le recouvrer. D'accord. On n'avait pas cette situation en 10 ans chez Homunity. On a des dossiers compliqués, mais on n'en est pas encore à ce stade. Et taux de retard, c'est simplement, pour faire très simple, on est intervenu sur une opération qui devait durer 24 mois. Généralement, il y a une période de prorogation, 30 mois. Et si au bout de 30 mois et une semaine, l'opérateur n'a toujours pas remboursé, on le met en retard. Et une petite anecdote, potentiellement certains investisseurs s'en souviendront, l'une de nos premières opérations à Courchevel d'un opérateur qui s'appelait Surévalor, donc surélévation et valorisation, on l'avait remboursé avec quasiment 1 an de retard. Donc notre 6e ou 7e opération avait été en retard, mais les investisseurs avaient retrouvé 100% du capital et les intérêts au prorata du temps passé. Donc ce n'est pas quelque chose qui est nouveau chez nous d'avoir du retard, on le traite et ce qui nous intéresse, c'est de savoir à quel point nos investisseurs vont sortir par le haut sur les dossiers. Intéressant à garder en tête, ne pas confondre taux de défaut et taux de retard. Et en même temps, on l'a dit, secteur un petit peu chahuté, on s'inquiète, il y a de l'inquiétude, donc forcément, on va être encore plus vigilant sur la façon dont chez Homunity, vous sélectionnez ces projets avec la plus grande rigueur. Comment ça fonctionne là aussi très concrètement ? Alors, on le voit et c'est peut-être le prolongement des statistiques que vous aviez juste avant. C'est le niveau de remboursement et le nombre d'opérations remboursées. On disait 250 opérations remboursées, plus de 50 millions d'euros d'intérêts versés. Et ça, c'est possible, et je parle le capital, on est à plus de 250 millions, c'est possible grâce à la sélection qu'on va faire. Oui. Et c'est notre métier pour les investisseurs, donc on leur conseille évidemment, et c'est un prérequis de comprendre dans quoi ils investissent, mais on ne va pas leur demander de faire l'analyse à notre place parce que c'est quand même un métier complexe. Et la manière dont on est structuré chez Homunity, du coup, c'est qu'on a une équipe qui va faire 100% de l'audit de l'opérateur dans un premier temps, qui est la société de promotion immobilière. Ensuite, du projet en tant que tel, on va s'intéresser sur est-ce que le permis de construire est purgé, quelle est la pré-commercialisation. Une bonne ou une mauvaise pré-commercialisation, ce n'est pas si simple à analyser parce qu'on peut avoir plus de 50% de pré-commercialisation, mais si vous avez vendu que les 1 ou 2 pièces et que les grands appartements, il n'y en a aucun qui sont vendus, c'est une mauvaise pré-commercialisation. Donc ça, on fait toute cette analyse chez nous. Si jamais il y a des… Ensuite, on le passe en comité de sélection où mon associé comme moi-même faisons 100% des comités et validons les dossiers. Et si jamais on a des points d'ombre ou des doutes, c'est là où on va solliciter ce qu'on peut appeler un conseil de stage externe qui font partie de notre réseau sur des points bien précis. Ce comité justement externe aujourd'hui, c'est l'avantage qu'on a avec Homunity, c'est qu'on a développé une telle expertise qu'on se rend compte qu'on les sollicite de moins en moins. On sollicite beaucoup notre réseau de promoteurs pour savoir s'ils connaissent tel opérateur, les notaires pour savoir qui travaille avec qui, des conseillers en gestion de patrimoine. Et une fois qu'on a agrégé toutes ces informations, c'est là où on fait le choix de mettre en ligne ou non une opération. Bon, vous l'avez évoqué, Quentin, mais il y a des questions qui tombent forcément sur cet aspect de retard. Romain nous demande « Bonjour, la période de retard donne lieu à versement d'intérêts, point d'interrogation ?» Et Manu nous dit « S'il y a retard pour le remboursement, les intérêts continuent-ils à courir ?» Je pense que la réponse est oui. Oui, tout à fait. Les intérêts sont toujours calculés au prorata du temps passé. Donc la mauvaise nouvelle, c'est que vous ne récupérez pas votre capital à l'heure. Et la bonne nouvelle, quand on déboucle un retard, c'est que vous allez toucher plus d'intérêts que ce qui était initialement prévu. Bon, ce qui est pas mal finalement. Ce qui est une bonne nouvelle dans la mauvaise nouvelle. Certains parfois sont très contents qu'il y ait du retard sur des opérations qui sont sécurisées où il ne reste plus que 1 ou 2 lots à vendre.
Après, nous, on fait notre maximum pour sortir les dossiers en temps et en heure. En temps et en heure, voilà. Justement parce que le déroulement d'un projet immobilier, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on maîtrise parfaitement quand on n'est pas du milieu, si je puis dire. Est-ce que vous pouvez nous résumer ça, voilà, là aussi, du début jusqu'à la fin, et là où vous intervenez, et à quelles étapes vous intervenez, Quentin? Alors, une opération de promotion immobilière, si je prends la plupart de notre métier, c'est de la promotion immobilière. Parfois, c'est de la marchand de biens, donc achat-revente, mais la promotion immobilière, c'est plutôt simple, c'est-à-dire qu'un opérateur immobilier va identifier un foncier, donc généralement un terrain. Il peut être bâti ou pas, donc avoir déjà un immeuble dessus. Si jamais il y a déjà un immeuble, généralement il va le détruire, il va déposer un permis de construire, il va attendre que ce permis de construire soit purgé, ensuite il va le pré-commercialiser. Question de novice, permis de construire purgé, ça veut dire quoi? Alors, purgé de tout recours, c'est que généralement quand on dépose un permis de construire, ensuite il faut avoir des autorisations de la part de la mairie. Et il faut faire en sorte que les voisins et le voisinage ne fassent pas de recours. Et donc purger de tout recours, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de risque juridique que votre permis puisse être attaqué. Et donc, les clignotants sont ouverts, quoi. Exactement. D'un point de vue administratif, en tout cas, cette partie-là est faite. Et nous, notre métier, justement, chez Homunity, on voit quand on reçoit un dossier, qu'on l'analyse, qu'on donne notre accord au promoteur immobilier, ensuite qu'on collecte, il y a cette partie audit qui est clé dans la vie de l'opération. Pour faire très simple, ce qui est très important pour nous, c'est de savoir est-ce qu'une banque va accompagner le dossier? Généralement, elle l'a également audité, analysé et validé, donc ça, c'est un point important pour nous. Est-ce qu'il y a une bonne pré-commercialisation? Est-ce qu'il y a un permis de construire qui est purgé de tout recours? C'est ce qu'on appelle PC purgé. Et là, on se met à collecter les fonds. Généralement, une fois qu'on a collecté les fonds et qu'on verse ces fonds à l'opérateur immobilier, c'est là où il va pouvoir se porter acquéreur de l'opération. Il va tout simplement construire le projet. Il commence par les fondations, ensuite on parle du hors d'eau, hors d'air. Hors d'eau, hors d'air, c'est des... Je pense qu'on peut mettre cette slide en plein pot pour les gens qui nous regardent, de façon à ce qu'ils puissent bien tout lire, parce que c'est assez intéressant. Merci beaucoup à la régie. C'est des termes hors d'eau, hors d'air, on le revoit souvent, on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Hors d'eau, c'est tout simplement que l'eau ne peut plus pénétrer le bâtiment, et l'air, c'est qu'on peut isoler son bâtiment avec des fenêtres, portes, etc. Et jusqu'à aller à la livraison de l'opération, et généralement, c'est quand cette opération est livrée aux futurs acquéreurs, que l'opérateur immobilier, tout simplement, est en mesure de rembourser les investisseurs du capital et des intérêts. Et les intérêts, c'est une quote-part de la marge qu'il a dégagée sur l'opération. Bon, voilà, sur ce déroulement du projet de promotion immobilière. Rémi, à ce stade, moi, j'ai tout compris. Et il est très pédagogue, Quentin. Comme toujours, on a expliqué le contexte, la pertinence du projet de crowdfunding immobilier. Encore aujourd'hui, on a regardé les indicateurs du marché. On voit comment on travaille avec notre partenaire Homunity. Et là, forcément, les gens qui nous regardent disent, bon, ok, ça m'intéresse. Où est-ce que je vais pouvoir souscrire ça sur Boursorama? Là, c'est à vous de nous flécher parfaitement le chemin de façon à ce qu'on s'y retrouve le mieux possible. C'est très simple. Quand vous allez sur le site de Boursorama, il suffit d'aller dans la barre en haut, produits. Dans la catégorie bourse, vous trouverez crowdfunding. On l'a mis dans bourse, c'est pas forcément... mais en tout cas, c'est là qu'on le trouve chez nous. Oui, ça s'investit aussi via un PEA PME, via un compte ordinaire. Très bonne réponse, Rémi. Ça va dans une bonne catégorie. Ok. Et lorsque vous cliquez donc sur crowdfunding immobilier, vous atterrissez sur la page du produit, qu'on voit sur la slide d'après. Donc là, deux possibilités. Soit vous déroulez toute la page qui rappelle toutes les informations à savoir sur le crowdfunding immobilier, comment ça marche, les règles de prudence à avoir, de sélection lorsqu'on envisage d'investir. Ou bien vous le savez déjà connaissance, là vous avez un bouton où vous pouvez cliquer directement, découvrir les projets. Et vous arrivez sur les projets actuellement en cours de souscription, enfin historiquement ouverts en cours de souscription, alors 3 par 3, donc il y a une petite flèche, n'oubliez pas sur la droite au cas où il y en aurait 4 ou 5. Ça peut arriver. Important, elle n'est pas forcément très visible, donc il faut oublier de cliquer dessus. C'est pour ça que j'insiste. Oui. Et intéressante. Sur chacun de ces projets, vous allez avoir les infos d'abord principales, comme le rendement annuel du projet, la durée de l'investissement, la date prévisionnelle de fin, et chose importante, vous avez un lien en savoir plus, sur lequel vous allez retrouver le reste des informations, si vous voulez avoir plus de détails, et notamment le dossier détaillé, préparé d'ailleurs par Homunity, qui vous donne toutes les informations à savoir avant d'investir, comme la localisation, une analyse du promoteur, de l'opération, les points forts et les points faibles du projet, de façon à ce que vous ayez tous les éléments. On veut rentrer dans le détail, dans le plus petit détail. Et n'hésitez pas en régie à nous envoyer des questions s'il y en a qui tombent. On est là pour y répondre, bien sûr, et n'hésitez pas à les poser. Et puis enfin, dernier point, vous avez le bouton souscrire. Je précise juste que la souscription se fait de manière très simple, par signature électronique d'ailleurs, in fine.
on vous demandera simplement le montant d'investir. Je rappelle que c'est 1 000 € minimum pour investir, et ensuite par tranche de 1 000 €. Voilà. Bon, voilà pour le moment de la souscription. Il y a aussi, au moment où on a souscrit, le fait de pouvoir suivre ses investissements. Et j'ai Chloé qui me charge de... Voilà, je vous transmets un message de sa part. J'ai participé à 3 projets de crowdfunding via mon PEA PME chez Bourseau. Je n'ai aucune visibilité quant à l'avancement des projets, ni même de date de début et de fin. Intérêt versé, serait-il possible de remédier à cela? Où est-ce qu'on retrouve ces informations et comment on suit son investissement, Rémi? Alors, depuis fin d'année dernière, Oui. on a rajouté un espace pour les investisseurs en PEA PME qui n'existait pas avant. Comment on y accède? Tout simplement, quand vous cliquez sur cet espace PEA PME, vous avez un onglet tout en haut qui s'appelle Crowdfunding. D'accord. Si vous ne le voyez pas tout de suite, ce qui est peut-être le cas de cette cliente, quand vous allez dans vos positions, qui est la première écran qui apparaît, les projets de crowdfunding apparaissent en bleu. Il suffit de cliquer sur le lien et vous arriverez automatiquement sur cet espace-là. D'accord. Dans cet espace, vous avez le nom des projets dans lesquels vous avez investi, le rendement annuel, les intérêts courus. Qu'est-ce qu'on entend par intérêts courus? C'est les intérêts potentiels gagnés à date. C'est-à-dire, vous savez que les intérêts sont versés à la fin du projet, au terme du projet. On y reviendra, je crois, après. Mais ça vous donne une idée des potentiels intérêts que vous avez déjà acquis. Et enfin, chose très importante, vous avez le dernier rapport d'investissement. Là-dessus, vous avez une date qui correspond à la date de dernière publication du rapport qui concerne ce projet. C'est un lien et quand vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations qui concernent ce projet-là, donc l'avancement des travaux, les photos ou éventuellement quelques informations à savoir sur l'état de situation du projet. Et puis dernière chose, ça a été rajouté assez récemment, vous avez certificat information, vous pouvez cliquer dessus, vous aurez d'autres types d'informations comme la date à laquelle vous avez souscrite, qui n'est pas forcément la date à laquelle l'investissement a lui débuté. Bon, on redonne ce lien pour que les gens soient bien sûrs de le trouver. Calmement. Redonnez-nous, Rémi, où est-ce qu'on clique pour retrouver cet écran-là? Si on peut... Alors, voilà, donc on refait le déroulé et encore après. Voilà, merci beaucoup. Non, si c'est un investissement par PEA PME dans vos comptes, Oui. cliquez sur PEA PME Oui. et vous l'avez. Si vous avez investi via un compte titre ordinaire, vous avez à ce moment-là un espace crowdfunding immobilier qui serait créé dans une catégorie placement alternatif et vous aurez exactement le même espace. Voilà, voilà, très clair. J'espère que tous les gens qui nous regardent vont pouvoir retrouver ça plus simplement. On a dit qu'on faisait ce soir du début à la toute fin. Et bien on va aller à la toute fin quand le projet est remboursé. Là aussi, comment ça se passe sur mon espace client Boursobank? Alors déjà, première chose, vous êtes notifié, vous recevez un mail pour vous avertir que votre investissement a été remboursé. Et vous pouvez en voir la matérialisation tout simplement dans les onglets Mouvement si vous êtes un PEA PME, où vous voyez d'ailleurs distinctement le montant du capital que vous aviez investi qui vous est remboursé, et en dessous une deuxième ligne qui est le montant des intérêts. Dans le cadre du PEA PME, il n'y a pas encore de fiscalité qui s'applique, puisqu'on a le cadre de l'enveloppe. Si vous consultez via votre compte, si vous avez investi via un compte ordinaire, vous retrouvez ces mêmes mouvements dans votre compte titre ordinaire, pas dans l'espace crowdfunding. C'est une petite subtilité. D'accord, petite subtilité. Voilà donc pour la partie remboursement. Et puis, on va également s'intéresser à quelque chose qui revient souvent et qu'on aime beaucoup en France, la fiscalité. Et ça va dépendre, point important, de l'enveloppe dans laquelle on a investi. C'est vrai, on a mentionné de façon, on l'a pas dit clairement, mais on peut souscrire, et c'est l'intérêt, nos clients le savent bien, dans le cadre du PEA, PME. Et ça, c'est, voilà, ça modifie un petit peu la fiscalité du produit. Tout à fait, c'est un véritable atout que propose Boursobank. On est un des rares établissements à proposer l'investissement directement via le PEA PME. Et son avantage est loin d'être négligeable, comme on le voit à l'écran. Dès lors que vous effectuez un retrait ou un rachat sur votre PEA PME, si ce PEA PME a plus de 5 ans, vous n'êtes prélevé que des prélèvements sociaux. Dans le cas d'un investissement direct, vous n'avez pas cette protection fiscale, donc vous avez là encore les prélèvements sociaux, mais auxquels s'ajoutent 12,8% d'impôts, ce qui fait, pour rejoindre le PFU, de 30%. Donc l'intérêt est loin d'être négligeable d'investir via un PEA PME. Je précise juste, pour que les choses soient bien claires, les 5 ans, c'est l'ancienneté du PEA PME, pas forcément de l'investissement en crowdfunding, évidemment. Oui, très clair. On avait une question de Patrick qui était tombée au moment de l'inscription. Comment les coupons sont fiscalisés dans le PEA PME suite aux modifications de fiscalité sur les titres non cotés? Alors, cette dernière lecture, ce dernier article qui est sorti dans le CGI ne semble pas concerner les titres en financement participatif. D'accord.
Alors la rédaction du texte n'a pas changé depuis 2019, où à l'époque, les dits n'étaient pas encore éligibles au PAPME. Et de d'autres, il fait notion d'action ou de part de société non cotée, alors qu'ici, on parle d'obligation non cotée quand il s'agit de crowdfunding immobilier. Néanmoins, on a souhaité obtenir une confirmation auprès de l'administration fiscale. Pour l'instant, on n'a pas encore, mais on ne manquera pas d'en informer nos clients. Bon, en tout cas, on rappelle aussi que, y compris sur les différents éléments, intérêts et autres, on a des informations qui sont mises à disposition de nos clients. Tout à fait. Oui. Sur le même espace que je décrivais tout à l'heure, tout en bas, vous avez une rubrique « Mes investissements terminés ». Donc le projet descend tout simplement dans « Mes investissements terminés » dès lors qu'il est remboursé. Ouais. À cet endroit sont affichés les intérêts nets qui auront été versés. Et vous avez également, toujours dans Action, certificat information, la possibilité de télécharger le certificat de remboursement qui rappelle le détail, donc montant de l'investissement, intérêt brut, intérêt net, et voilà, toutes les infos. C'est très complet. C'est très complet. On voulait faire aussi le point, Rémi, justement, sur tous les projets remboursés ou dont les remboursements sont prévus en 2024. Qu'est-ce qu'on peut dire ? Eh bien, on fête presque nos 2 ans de partenariat avec Hominity. C'est la 4e édition de ce webinaire. C'est ça, je crois que c'est mai 2022. J'en passe vite. Je crois que c'est mai 2022, si je ne me trompe pas. pas. Tout à fait, exactement. Donc voilà, on est quasiment à 2 ans, tout juste. Et forcément, les premiers projets commencent à arriver à leur terme. Il y a déjà eu Chalet Royal au mois de mars. D'autres vont intervenir en juillet et également une bonne partie en septembre. Au total, c'est 23 projets qui vont arriver à leur terme en 2024. D'accord. Ça représente 13 millions d'euros de capitaux et presque 2 millions d'euros d'intérêt au total, 1,8 million. Bon, avant de s'intéresser aux prochains projets qui vont être remboursés, je vois qu'il y a une question qui revient très souvent que je vais vous poser. À vous, Quentin, quel est l'intérêt pour les promoteurs de passer par le crowdfunding plutôt que par des crédits bancaires ? Yann nous dit pourquoi un promoteur irait-il chercher des fonds à plus ou moins 10% d'intérêt par rapport à des prêts auprès d'établissements bancaires qui sont à des taux inférieurs. Et puis, on a la même chose pour François, question de Béotien. Quel est l'intérêt pour un promoteur de passer par le crowdfunding plutôt que par le réseau bancaire pour se faire prêter de l'argent, surtout au niveau du taux d'intérêt au crowdfunding ? Voilà, on se demande s'il n'y a pas un loup là quelque part. Pourquoi donc ils viennent vous voir, Quentin ? Alors, la réponse est la suivante. Si je compare par rapport à un particulier, pour essayer de donner l'exemple le plus simple possible, un particulier, quand il va acheter sa résidence principale ou de l'investissement, faire de l'investissement locatif, la banque ne va pas lui prêter 100% du montant. Elle va lui demander un apport et la banque va intervenir sur le montant restant. Mutualisation des risques un petit peu. Exactement, et simplement le fait qu'on ne peut pas faire 100% d'effet de levier, on nous demande un apport. Pour un promoteur immobilier, c'est exactement la même chose. La banque va dire à l'opérateur, voilà, votre opération, elle coûte 10 millions d'euros de coût de revient, donc à construire. Le niveau de fonds propres que j'exige, c'est 2 millions d'euros. Donc grosso modo, 20% du coût de revient total. Et nous, Homunity, on va intervenir au niveau de ces 2 millions-là. On ne va pas remplacer le crédit bancaire, on est complémentaire à ce dernier. Sur 99% de nos opérations, il y a une banque. Le pourcent restant ou les 2% restants, c'est plutôt quand il y a des opérations qui sont à très courte durée et que la banque n'est pas assez réactive pour intervenir. Là, on peut faire 100% de l'opération. Mais sinon, majoritairement, on est là en complément de la banque. Et pourquoi un opérateur immobilier fait appel à nous ? C'est tout simplement qu'il n'a pas les moyens. S'il fait ne serait-ce que 5 opérations par an, avec mon exemple, il lui faudrait 10 millions d'euros à investir dans ces opérations par an. Il n'a pas les moyens de mettre ces 10 millions-là. Et encore plus, une opération... pour ça que vous voyez, les remboursements arrivent sur Boursobank. On a commencé ensemble il y a maintenant 2 ans quasiment. Et la durée moyenne des opérations sur Homunity, c'est environ 26 mois. Donc les remboursements arrivent. Un opérateur, il faut se dire que lui, quand il met 10 millions d'euros une année dans ses opérations, il va les retrouver 2 ans après. Donc dans tout son pipe d'opérations, il lui faudrait quasiment 30 millions d'euros pour développer ses projets. Et ça reste des PME traditionnelles et elles n'ont pas tout simplement 30 millions d'euros à investir. Donc on les accompagne dans leur développement. Voilà, explication limpide et petite parenthèse qu'on referme pour s'intéresser aux prochains projets qui vont être remboursés. Alors, on vous a mis quelques visuels et il y en a, j'en ai mis simplement 3 pour pas qu'on rentre. Je suis assez fan. Pour pas qu'on rentre dans le détail d'opération par opération, mais on en parlait en préparant ce webinaire. Il y a plus d'une dizaine d'opérations en remboursement qui arrivent dans les prochains mois. Là, c'est des opérations très concrètes d'opérateurs en fait,
où c'était les visuels initiaux. Dans vos rapports également, on met certaines photos à disposition où elles vont être livrées. Et le fait d'être livrées, ça veut dire qu'elles vont être remises aux futurs acquéreurs. Et c'est là où on rembourse justement l'investisseur de son capital et de ses intérêts. Oui. Pas d'inquiétude si vous ne voyez pas votre opération, c'est nous qui en avons sélectionné 3 au hasard, entre guillemets. Et il y en a plus qui arrivent et c'est ça la bonne nouvelle. Et après, ce qui nous intéresse, nous, historiquement aussi, c'est le réinvestissement des particuliers au fur et à mesure. Oui. Ils allouent un capital initial, ils sont remboursés et redéploient. Parfois, ils conservent les intérêts et ils redéploient une partie du capital. On va parler justement de cette partie réinvestissement, mais on va revenir un petit peu sur un thème qu'on a développé en avance, le retard comparé au taux de défaut, et cette question surtout, on l'a dit, dans un environnement un petit peu anxiogène, est-ce que c'est forcément grave si un projet décale ? Alors, quand on parle des risques et des personnes qui investissent, généralement on met 2 choses. Il existe un risque de perte partielle ou totale du montant investi et il existe un risque d'illiquidité. Là, le retard, c'est vraiment souvent le premier inconvénient, c'est la partie liquidité où vous ne pouvez pas sortir à tout moment et vous êtes bloqué dans votre investissement. Donc, il faut avoir en tête quand vous investissez la période indiquée, 24 mois, ça peut durer moins longtemps comme ça peut durer plus longtemps. Et ça, c'est l'aléa de l'immobilier où quand un opérateur immobilier va réaliser un immeuble de 50 logements, indiqué qu'il va finir le 30 juin 2026, ce n'est pas réaliste. La réalité, c'est qu'il peut finir un peu en avance et qu'il peut finir en retard. Nous, notre métier avec Community, pour être honnête, une fois qu'on réalise un investissement, on le suit. Mais dans 90% des cas, tout est simple et très facile et on n'a pas beaucoup d'implications à avoir nous et encore plus en tant que dirigeant. Par contre, quand un dossier devient compliqué, c'est là où on a une plus-value parce que c'est là où on peut accompagner l'opérateur immobilier pour faire en sorte que l'opération se termine plus vite. Je prends un exemple très simple. S'il lui reste 4 lots à vendre et que c'est ça qui empêche de récupérer sa marge, son capital, ses fonds propres et sa marge, c'est là où on va solliciter. Nous, typiquement, on a 150 000 inscrits sur la plateforme et on va dire, voilà, il reste 4 lots à vendre sur cette opération. Ça peut être un investissement locatif pertinent si jamais on juge que ça l'est. Et on accompagne l'opérateur comme ça, où on le met en relation avec des partenaires bancaires pour l'aider à vendre ses lots ou avec des conseillers en gestion de patrimoine, des agents immobiliers. On l'aide. Et si jamais on voit que ça dépasse au-delà de la période de prorogation initiale qu'on a envisagée, qui généralement est de 6 mois dans nos contrats, c'est là où on mène des actions externes, où on fait appel à nos avocats, qui sont tout simplement des cabinets d'avocats externes, et qu'on va avoir une phase pré-contentieuse ou contentieuse pour défendre les intérêts de nos investisseurs. Ce n'est pas vous, en tant qu'investisseur, qui allez devoir, entre guillemets, porter plainte auprès de l'opérateur parce qu'il est en retard. C'est nous, Community, qui vous représentons, qui prenons à notre charge ces frais-là et qui allons défendre les intérêts de nos investisseurs. Bon, toujours dans cette thématique, Romain nous pose la question, au vu de la chute des mises en vente, comment considérer les délais de remboursement des projets, naïvement, je dirais forcément revus à la hausse ? On est dans un contexte où, évidemment, l'immobilier est chahuté. Ça ne veut pas forcément dire en fait, que les opérations, je prends des exemples d'opérations qu'on vient de financer, elles sont 100% pré-commercialisées à date parce qu'elles ont été achetées par exemple par un bailleur social. Derrière, il n'y a plus que l'exécution à faire, donc il n'y a pas de raison que ce délai explose. Par contre, sur des opérations passées qui ont été financées il y a 1 an et demi, 2 ans et demi, vu qu'il y a eu un ralentissement des transactions comme on l'a vu, c'est typiquement l'une des explications qui peut faire qu'une opération sorte en retard. Oui. Et nous, ça nous embête un peu quand un projet est en retard, mais tant qu'il n'y a pas de défaut et qu'on rend capital plus intérêt à nos investisseurs, on s'estime satisfait. Bon, justement, Sébastien veut tout savoir. Quels sont les pourcentages de projets en difficulté, en retard de remboursement et en défaut ? Alors, le pourcentage qu'on voyait aujourd'hui, on n'a pas de défaut définitif au sein de la plateforme Community. C'était le pourcentage qu'on voyait dans une plateforme précédente. Dans une slide précédente, 4% de taux de retard et dans ces opérations, après c'est à mettre à contrebalancer, on a sorti positivement plus de 250 opérations et ce n'est pas la première fois, c'est pas il y a 6 mois qu'on a découvert ce qui était un retard, comme je vous le disais, c'était l'une de nos 6e ou 7e opération. Maintenant, on est à plus de 500 opérations financées sur la plateforme. Donc, malheureusement, on a l'habitude des retards et ça fait partie de notre métier. Bon, et ça reste un pourcentage, effectivement, 4%. C'est ça, un 4%? Exactement. Tout à fait raisonnable. On l'a dit, on allait jusqu'au bout de la logique de l'investissement, mais le bout de la logique, ça peut être aussi de réinvestir.
Effectivement. C'est là que Rémi rentre pour ça. Effectivement. Alors, comment on réinvestit? Buvez vos paroles, Quentin. Oui, c'est ça. Je vais prendre la slide. Hein. Écoute, il n'y a pas de problème. Alors déjà, petite précision, je vais peut-être rajouter par rapport à tout à l'heure, lorsque vous êtes remboursé, ça ne peut pas être évident, mais le compte qui va être crédité, c'est le compte qui avait servi à l'investissement. Donc vous n'êtes pas crédité sur votre compte courant, par exemple. Hein. Donc si c'est dans le cas du PEA-PME, c'est le compte espèce du PEA-PME. Si c'était via un compte ordinaire, c'est celui du compte ordinaire. Néanmoins, dans les espaces crowdfunding que j'ai montrés tout à l'heure, vous avez les fonds qui ont été crédités. Vous avez en haut, tout en dessous du menu, on le voit très bien à l'écran, des cartes en fait, qui défilent, qui sont les projets qui sont en cours de souscription. Donc finalement, c'est très simple. Soit vous repassez par le parcours que j'ai montré tout à l'heure, au tout début, soit vous pouvez cliquer directement ici sur « En savoir plus », on retrouve le même lien, soit par souscrire, et ça se fait aussi simplement que ça. Bon bah voilà, là aussi, très très simple. À ce moment de la présentation, on a vu un petit peu les grandes étapes, on a décortiqué tout le principe d'investissement. Petite slide peut-être récapitulatif sur ce qu'il faut retenir, avoir bien en tête sur avantages et inconvénients du crowdfunding immobilier. Effectivement, je pense que c'est important au moment où les clients vont se... Histoire d'avoir les idées claires. Exactement, pour une décision. Et je vais commencer même d'ailleurs par les inconvénients. On en a parlé depuis le début du webinaire, il y a un risque de perte partielle ou totale de ce capital. Il faut l'avoir à l'esprit. Par ailleurs, c'est un produit, j'insiste là-dessus, qui est illiquide, il n'y a pas de marché secondaire, donc on ne peut pas décider de vendre un produit avant son terme, même si on le souhaitait. En revanche, on peut le moduler, enfin le modérer avec un des avantages, c'est que c'est une période d'investissement relativement court terme, on ne dépasse pas 3 ans, donc ça n'exige pas de mobiliser des fonds très très longtemps. Et le couple risque-rendement reste quand même très attractif avec des rémunérations qui est aussi entre 8 et 11% aujourd'hui. Alors je précise juste parce que l'Astérix a sauté sur la présentation, ça reste des performances passées qui ne présument pas des performances futures. Et on a une question de Lomaro, le rendement affiché est-il net de tout frais ou brut? Il est brut de fiscalité, mais il est net de frais parce qu'il n'y a pas de frais. Ok, voilà, c'est très clair. Et ça peut être juste pour compléter la réponse. Nous, notre modèle de rémunération au sein d'Homunity ne se fait pas sur les investisseurs, il se fait sur les opérateurs immobiliers et on leur facture un pourcentage du montant levé. Donc c'est pour ça effectivement qu'ensuite il y a la fiscalité qui vient derrière, mais il n'y a pas de frais de gestion ou d'ouverture de dossier, autre chose comme ça. Non, pour l'investisseur, il n'y a pas de frais de gestion. Pour l'opérateur, peut y avoir des frais de gestion, mais c'est $1 pour l'investisseur. Et la rémunération qu'on voit, le 8 à 11%, c'est vraiment entre guillemets net de frais et brut de fiscalité par contre. Voilà, net de frais, brut de fiscalité, réponse précise. La prochaine question, c'est Aurélien qui va vous la poser au moment de l'inscription. J'ai pu relever plusieurs sources qui alertent sur le risque élevé d'investir dans le crowdfunding immobilier en 2024 dans le contexte du marché immobilier actuel. Quel est l'avis de vos intervenants? Quelle est l'opportunité d'investir maintenant? En fait, on s'en rend compte et ça peut être contre-intuitif. Et je fais une parallèle par exemple avec le monde boursier. Pendant la période du Covid et qu'on a vu le CAC 40 s'effondrer, le réflexe pouvait être de se dire « Oulala, c'est en train de s'effondrer et c'est la catastrophe et ce n'est pas le moment d'investir ». Mais sauf que les personnes qui ont investi quand le CAC 40 était à 4000 points, je pense qu'elles sont assez heureuses aujourd'hui. Il est à plus de 7000, même si ça tangue un petit peu en ce moment. Non, tout à fait. Mais donc, en tout cas, il y a quand même un bon rattrapage. Ce n'est pas forcément, quand le marché se fait chahuter, il y a des opportunités. Et je vais prendre un exemple très simple. Il y a une opération qui est d'ailleurs actuellement disponible sur Boursorama où on lève 5 millions d'euros pour un opérateur. Le rendement, c'est 8%. Donc, on pourrait se dire « Ah, mais c'est un peu plus faible que les autres opérations. Mais sauf que la garantie, c'est une hypothèque. Et en fait, l'opérateur immobilier, d'un côté, c'est l'un des top 30 de la promotion immobilière française, donc il a d'excellents comptes. Et en plus, il offre une hypothèque à Homunity et aux investisseurs sur ce projet-là. Donc, on arrive à sécuriser, là typiquement, c'est un rendement de 8% annuel sur une période de 36 mois. Avoir du 8% avec ce niveau de garantie, ça ne veut pas dire que le capital est garanti à 100%, mais pour qu'il y ait un défaut, ça veut dire qu'avec cette hypothèque, les biens immobiliers devraient valoir 0 derrière. C'est des choses qu'on n'avait pas vues pendant 8 ou 10 ans. En tout cas, nous, on ne l'avait jamais vu sur Homunity et c'est des opportunités qu'on arrive à proposer en ce moment. Donc, le secteur est chahuté, mais il y a des opportunités à saisir et je ne suis pas certain qu'on les verra dans 2 ou 3 ans. Bon, et on voulait finir par ce rappel fondamental. Peut-être que la règle d'or, celui qu'on fait systématiquement, le mot d'or, le leitmotiv, c'est la diversification. C'est diversifier.
Alors qu'est-ce que ça veut dire? Une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. Comment on la gère concrètement, cette diversification? Alors moi, je me le suis appliqué à titre personnel, évidemment pour avoir cofondé cette société sur Unity. Je pense que je fais partie des plus gros investisseurs et des récurrents. Là-dessus, ce qui est intéressant, c'est de comprendre quels sont les opérateurs dans lesquels on va investir et quels sont les projets. Et avant de se dire qu'on va diversifier sur des projets, moi j'aurais tendance à dire diversifier sur des opérateurs. Oui, sur des promoteurs quoi en fait. Sur des promoteurs immobiliers différents. Donc ne prenez pas un promoteur immobilier et ne faites pas 6 de ces opérations. Mais prenez le promoteur numéro 1, faites une opération, le numéro 2, etc. On a la chance en moyenne de sortir 1 à 2 opérations par semaine. Donc c'est relativement rapide de se faire un portefeuille diversifié. Et après pareil en termes de rendement, pour avoir toujours certains investisseurs et les rencontrer, des investisseurs fidèles, il y en a qui me disent j'investis que dans du 10 ou 11%. Oui, mais c'est les projets les plus risqués, donc c'est aussi pertinent. Et je l'évoquais à l'instant, parfois il y a du 8%, mais avec un niveau de garantie très élevé, donc c'est pertinent pour une partie de son patrimoine. Et du 11%, du 11,5%, c'est peut-être sur des opérateurs un peu plus jeunes, c'est peut-être sur des opérations un peu plus risquées, donc il faut en avoir conscience. Et une fois c'est toujours le bon vieux couple rendement-risque. Exactement, ça ne change pas, il n'y a pas de placement miracle, du 11% garanti à 100% capital, ça n'existe pas, ou sinon c'est malheureusement des pyramides de Ponzi, donc il faut faire attention. On va essayer d'éviter. Donc on va éviter, et donc nous, notre recommandation évidemment, c'est des opérateurs différents, de diversifier les opérations, de diversifier les géographies, on est en France métropolitaine, mais de faire de l'Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA, etc., et ainsi d'avoir le portefeuille le plus diversifié possible, et ça résiste généralement bien en temps de crise. Voilà, diversifié par projet, mais surtout par promoteur, et ça je pense que c'est important de le garder à l'esprit. On va passer aux questions qui sont tombées pendant cette présentation, avec une question qui est revenue 2 fois. Bonjour, je vois que certains projets de crowdfunding sont des refinancements. Pourriez-vous expliquer la différence? Y a-t-il davantage de risques? Cela signifie-t-il qu'il y a déjà eu une première campagne de financement auparavant? C'est la même question de Joël. Pourriez-vous expliciter la différence entre un financement et refinancement de projet? Le risque entre les deux est-il différent? Voilà une excellente question. Alors, ce sont 2 choses différentes, mais le nom est assez bien porté. Refinancement, c'est que généralement l'opérateur immobilier, quand je prenais mon exemple tout à l'heure de 2 millions d'euros pour mettre dans une opération, il arrive de temps en temps, pour diverses raisons, que l'opérateur va mettre tout seul ces 2 millions d'euros. Je donne un exemple très simple, il y a une opportunité qui se présente à lui, le temps de positionnement est assez court, une plateforme comme Ominity n'a pas le temps de l'accompagner, donc il va faire l'opération tout seul, la lancer du moins tout seul, et au bout de 6 mois, Ominity va intervenir et va venir justement lui dire, voilà, tu avais mis 2 millions, nous on est en mesure de refinancer 1 million, 1,2 million, 1,4 million, et c'est ça qui va nous intéresser. Sur le risque, j'ai envie de dire, on analyse 100% des opérations, et chacune des opérations a un niveau de risque différent, et généralement on y a faire le rendement qui va en fonction du risque. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est d'analyser l'opérateur et l'opération en tant que telle, plus ou moins risqué. Je n'ai pas envie de donner une réponse précise parce que ça va dépendre de l'opération. Ouais, ça dépend beaucoup de l'opération. Pierre se demande s'il y a plus de risques sur les projets longs ou un risque similaire, peu importe la durée du projet. Non, ça j'ai envie de dire, ce n'est pas un critère déterminant pour le risque. Ce qui va être déterminant pour le risque, pour avoir des exemples concrets, c'est si une opération n'est pas très bien pré-commercialisée, c'est un risque plus fort qu'une opération très bien commercialisée. Si pour X raisons, il n'y avait pas de permis de construire purgé de tout recours, donc que des particuliers ou autres pouvaient encore attaquer le permis, c'est plus risqué. Pareil d'un point de vue technique, et c'est là où pour un particulier c'est dur de se faire un avis, mais c'est notre métier avec Ominity d'aller explorer cette partie-là. Si techniquement l'opération est extrêmement compliqué à réaliser, à construire, ça c'est un niveau de risque qui est dur à appréhender et ça a un impact sur le rendement derrière. Bon, ça c'est une question pour vous Rémi. Bonjour, est-il possible d'importer dans le PEA-PME, j'imagine Boursorama, des investissements de crowdfunding immobilier de plateformes extérieures à Boursorama? Alors oui, en théorie c'est possible, c'est un investissement d'un côté, on peut le faire le... En théorie vous m'avez dit. Alors je dis en théorie. Non, même dans la pratique c'est possible. Attention néanmoins, on ne rentre pas déjà dans le même cadre. Il faut constituer un dossier pour pouvoir en renseigner, enregistrer ce titre de crowdfunding dans le PEA-PME. Et puis surtout, les frais ne sont pas les mêmes. On l'a vu tout à l'heure, il n'y a aucun frais dès lors qu'on souscrit en PEA-PME sur un produit Omunity. Si vous voulez mettre un produit de crowdfunding d'une autre plateforme,
il y a des frais. Là, il y a des frais qui s'appliquent, qui sont les frais d'enregistrement d'un titre non coté. Je précise aussi qu'il faut que le titre ne soit pas encore investi. C'est-à-dire que si quelqu'un investit sur un titre de crowdfunding et qu'un an plus tard, il va me mettre sur le PEA-PME, ça, en revanche, ce n'est pas possible. Oui, c'est pas Bourse-Banque, c'est la réglementation. Voilà, très clair. Sébastien se demande, les intérêts sont-ils versés mensuellement? Et ça revient une question qui revient souvent, qui est importante. Les intérêts sont-ils versés mensuellement, trimestriellement, annuellement ou à la fin de l'opération avec le remboursement du capital? On l'a évoqué, mais c'est bien de le répéter très clairement. Alors, en fait, c'est à la fin c'est du in fine, capital plus intérêt. Et la raison est la suivante, c'est qu'un promoteur immobilier, quand il réalise une opération de promotion immobilière ou un marchand de biens, donc il va faire rénovation, réhabilitation et revendre son opération, il ne touche pas sa marge au milieu de l'opération. Au milieu de l'opération, il est en train de faire des investissements, de faire des travaux, de payer ses différents fournisseurs. Et par contre, plus il s'approche de la livraison, plus il est en mesure de rembourser les investisseurs. C'est pour ça qu'on ne peut pas payer les investisseurs de manière mensuelle ou trimestrielle et encore moins dès le début de l'opération. C'est plutôt à la fin du projet. L'opérateur récupère son capital et une partie des intérêts et nous également récupère le capital et une partie des intérêts. Explication très logique. Célestin qui se demande, alors je pense qu'il a bien compris l'idée du prorata, mais il dit, y a-t-il une majoration des intérêts ou des compensations autres, j'imagine supplémentaires, lors d'un retard? Est-ce qu'il y a des petites pénalités? Alors, ça nous arrive d'en mettre aux opérateurs immobiliers. J'ai envie de dire, ça va beaucoup dépendre du contexte. Et je n'ai pas du tout envie de dire c'est aléatoire, mais on essaye d'être pragmatique avec un opérateur. Si c'est pour lui mettre la tête sous l'eau et qu'il a une probabilité de faire faillite, pas forcément très productif. Voilà, ça n'a pas d'intérêt. Et nous, on se dit que, en fait, on va l'amener à la faillite. Potentiellement, on a d'autres opérations avec lui. Et donc, c'est perdant-perdant pour tout le monde. Par contre, sur un opérateur immobilier où il y a une marge conséquente sur l'opération, qu'on estime qu'il ne s'organise pas correctement pour sortir nos investisseurs, et là, dans ce cas, on va majorer les intérêts sur la période justement de dépassement. Bon, question de Patrick aussi qui se demande si le promoteur doit baisser les prix de vente des derniers lots, entraînant une réduction de sa marge. Cela fait-il baisser le rendement, taux d'intérêt? Le taux d'intérêt affiché est-il garanti? Pour nous, exactement, le rendement est garanti contractuellement, c'est-à-dire que même si l'opérateur fait moins de marge sur son opération, et l'exemple que vous citiez à l'instant, du coup, s'il solde ses lots, entre guillemets, s'il fait une réduction, ça va diminuer sa marge. Mais pour nous, investisseurs et les investisseurs de Homunity ou Bourse-Banque à travers leur PEA, PME ou leur compte titre, vont toucher l'intérêt initial, c'est une obligation qui était à 8, 9 ou 10%. Il n'y a pas de raison que ce taux-là soit réduit. Bon, question de Vince. J'essaye de prendre le maximum de questions dans le temps qu'on a et on ne l'a pas abordé. C'est là, les montants investis entrent-ils dans l'enveloppe de l'IFI, messieurs? Placement immobilier, bonne question ça aussi. C'est une très bonne question. Même si le sous-jacent est immobilier, c'est hors IFI, c'est hors impôt sur la fortune immobilière. C'est à la flat tax, donc c'est considéré comme un revenu mobilier et non pas un revenu immobilier. Pareil, on le voit, il y a des particuliers qui investissent, il y a des personnes avec leur holding d'investissement qui le font. Et c'est ça qui nous intéresse dans cette classe d'actifs. C'est du coup qu'on sort de l'IFI et c'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, on sort de l'IFI. Flavien, un petit peu vache avec vous, Quentin, il dit « Si Homunity fait faillite, que devient notre argent ?» Désolé. Alors, on n'espère pas faire faillite. Non, sur l'historique, on a la chance aussi d'avoir un actionnaire particulièrement solide qui s'appelle Tikehau Capital, qui est coté en bourse, qui a plus de 44 milliards d'euros sous gestion, qui est une société française. Et donc, on fait partie de ce giron-là. Donc, Homunity est une société rentable depuis maintenant 8 ans. De mémoire, on a eu nos 2 premiers exercices déficitaires lors du lancement de la société, ce qui peut arriver à des jeunes sociétés comme les nôtres. Mais la société est profitable. Notre actionnaire a les reins extrêmement solides. Et ce qu'il faut savoir, c'est que de toute façon, ce n'est pas Homunity qui détient les fonds des investisseurs. Et l'autorité des marchés financiers nous impose d'avoir un plan de continuité. Si Homunity n'était pas là demain, il y a un plan de continuité qui existe pour gérer les investissements des particuliers ou des professionnels sur notre plateforme. Donc il n'y aurait plus de nouveaux projets forcément qui seraient mis en ligne, mais par contre l'investissement continue de courir jusqu'au remboursement. Voilà, il n'y a pas de mauvaise question, il n'y a pas de questions tabou dans les webinaires Bourse-Banque. Question d'Emmanuel, et je ne sais toujours pas si elle est tranchée cette question, vous allez peut-être pouvoir me le dire, en cas de perte en capital, peut-on fiscalement déduire une moins-value? Je pense notamment quand on est sur le PEA-PME, si oui, dans quelle catégorie? Quand il y a une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur de projet, quels sont les scénarios possibles que doit affronter le souscripteur? Ça, on l'a un petit peu vu, mais sur cette moins-value, est-ce qu'on est un petit peu plus fixé qu'il y a quelques temps, Rémi? Alors, sur la partie PEA-PME, la règle
règle est relativement simple. Lorsque vous faites un retrait, on regarde la valorisation du PME moins les montants qui ont été versés. Quand on applique cette règle, eh bien, s'il y a eu effectivement une perte sur un produit de crowdfunding immobilier qui était investi au travers de l'enveloppe PME, Ça semblerait assez logique. Diminuer la valorisation de PME au moment du retrait. Sur la partie, en revanche, compte titre ordinaire, qui n'est donc pas PME, la question reste toujours un petit peu en suspens. Il n'y a pas eu spécifiquement de règles fiscales qui ont été apportées sur ce L'administration sujet-là. fiscale n'a pas apporté de réponse claire sur le sujet. Non. Bon, ben voilà, il faudra peut-être attendre un précédent, une jurisprudence, je ne sais pas. Dédé, ils sont inquiets, nos clients. On nous demandent comment peut-on perdre tout son capital. C'est quoi le scénario, le Black Swan? J'investis sur un projet, il fait défaut, j'ai tout perdu? C'est ça? Alors, nous, ce qu'il faut savoir, c'est un tout petit peu plus compliqué que Oui. ça, parce que quand on intervient au niveau d'une opération, il y a différents types de garanties. J'évoquais foncière P1, où on a un niveau d'hypothèque, donc c'est une garantie assez élevée, donc il faudrait que l'hypothèque ne puisse pas permettre de rembourser le capital. Mais sinon, de manière générale, on prend une caution solidaire avec la maison mère de l'opérateur immobilier. D'accord. Donc c'est-à-dire que pour qu'il y ait un risque de perte de son capital, il faut d'un côté que l'opération se passe particulièrement mal. L'opérateur n'arrive pas à construire l'immeuble, il est dans l'incapacité de vendre les 10 derniers lots, mais en plus que l'opérateur immobilier fasse faillite, donc le projet se passe mal, plus l'opérateur immobilier fait faillite, et dans ce cas-là, il y a un risque de perte partielle ou totale du montant investi. Bon, ok, très clair là aussi. Romain, on l'a déjà expliqué, mais j'ai bien répété ça. Quel est le montant des frais de gestion? 0. Ben voilà, zéro, Romain, il n'y en a pas. Question de Tang. Pourquoi Boursobank ne propose à ses clients qu'une partie des projets proposés par Muti, souvent les plus risqués? Alors, qu'est-ce que vous faites, Rémi? Vous sélectionnez les projets les plus risqués pour nos clients? Non, pas du tout. Alors, ce qui est vrai, c'est que tous les projets proposés par Homunity ne sont pas proposés par Boursobank. Oui. Néanmoins, c'est certainement pas par rapport à un critère de risque, bien au contraire. Si on a noué un partenariat avec Homunity, c'était précisément parce qu'Homunity nous apportait des garanties sur le sérieux de l'analyse des projets qui étaient faits, sur la solidité de l'entreprise, et c'est justement pour éviter de faire porter des risques à nos clients. Donc non, certainement pas pour ce critère-là. En revanche, sur les projets que nous reprenons et que nous proposons également à nos clients, c'est plutôt pour répondre à une typologie de clientèle qui est la clientèle des particuliers avec le mode de versement d'obligations non cotées. On répond à ce type-là. Maintenant, il me semble que Homunity propose également d'autres types de projets qui fonctionnent d'une manière différente. Et exactement, il y a ce premier critère-là qui est très vrai et ça ne pourrait pas forcément rentrer dans l'enveloppe d'un PEA-PME. Et il y a aussi, et ça peut sembler, je ne sais pas si c'est logique ou pas, mais quand il y a certains opérateurs qui ne souhaitent pas être très visibles déjà, donc c'est au niveau d'une communauté d'investisseurs assez réduite, et il y a certains projets où ce sont des tout petits montants, et il y a tout simplement, nous on le voit sur Homunity où la collecte va peut-être durer 2 secondes. Pas assez de profondeur, tout simplement. Oui, et après notre sujet, et ça c'est avec Boursobank, c'est on le voit, on propose quasiment 2 opérations par semaine sur Boursobank, ce qui permet déjà d'avoir une belle diversification. Je ne suis pas certain que ça soit l'opération en plus qu'on met une fois par mois à 400 000 € d'un opérateur qui souhaite avoir quelques investisseurs qui ait le plus d'intérêt. En tout cas, j'en suis convaincu que non. Ce qui est important, et on en parlait, c'est d'avoir accès à de la diversification. Et typiquement, l'une de nos opérations les plus intéressantes, qui a cette fameuse hypothèque, est bien disponible sur Boursobank et je pense que c'est ça qui est intéressant pour vos clients. Voilà, question de MM. On l'a évoqué incidemment, mais on n'a pas déroulé la logique jusqu'au bout. Pour les taux d'intérêt du crowdfunding sont-ils corrélés aux taux bancaires? Si oui, anticipez-vous une baisse des taux de rendement en cas de baisse des taux d'intérêt bancaires? Et vous l'avez dit, Quentin, la BCE, elle vient de baisser ses taux. C'est peut-être pas la première baisse. Non, c'est peut-être pas la première baisse. C'est peut-être pas la dernière, pardon. C'est la première, et peut-être pas la dernière. Il y en a eu par le passé des baisses évidemment, mais là c'est la première depuis 5 ans effectivement. C'est sûrement pas la dernière. Un certain nombre d'économistes pensent que mois de septembre et décembre, il pourrait y avoir à nouveau 2 baisses sur ces taux directeurs. Et évidemment, les taux du crowdfunding immobilier baisseront dans la foulée, où c'est logique, les taux bancaires vont baisser, les taux du crowdfunding immobilier vont baisser. C'est pour ça qu'on pense que c'est un bon momentum, c'est un bon moment pour réussir à verrouiller des taux attractifs. Bon, David Rémy nous parle d'un message d'avertissement qui bloque sa souscription. Compte tenu du risque, Homunity vous recommande de ne pas dépasser 10% de vos avoirs. On peut lui expliquer ce qui coince? Alors, c'est déjà plus censé coincer. Ça ne coince plus, David. Alors, 2 hypothèses. Soit la tentative d'investissement a été faite avant novembre 2023, où il y avait effectivement une sorte de blocage, qui faisait que dès lors qu'un client qui avait renseigné un patrimoine net, lorsque vous allez sur Boursobank, vous renseignez un tas d'éléments, dont celui-ci,
et que le montant de l'investissement prévu dépassait les 10% du patrimoine qu'il avait déclaré, ça a affiché ce message qui l'empêchait de souscrire. Depuis le mois de novembre et la nouvelle réglementation qui régit le financement participatif, PSFP, l'investisseur ne peut plus être bloqué. Néanmoins, une calculette a été rajoutée dans laquelle le client est amené à renseigner certaines informations sur ses revenus annuels, ses charges annuelles et ses encours. Et à partir de là, il préconise un montant d'investissement sur le crowdfunding pour éviter qu'il se mette en péril en cas de perte. Oui. Donc c'est vraiment... Mais cela dit, même si le message peut des fois être dissuasif, qui est une recommandation, le client peut continuer son investissement. Bon, si vous avez encore des questions à envoyer en régie, c'est le moment ou jamais. J'arrive à la dernière question qui a notamment été posée au moment de l'inscription. Donc si vous avez encore quelques questions, on a encore 2-3 minutes. On ne va pas faire de politique, surtout en ce moment, non pas de politique fiction, mais Chloé, et je pense que c'est une question légitime, il nous dit l'instabilité politique actuelle peut-elle impacter l'investissement en crowdfunding immobilier chez Boursorama ? On est dans une question de conjoncture. Qu'est-ce qu'on peut répondre sans entrer dans des scénarios rocambolesques ? Moi, j'ai envie de... Et c'était sur le chemin en venant, où quand Bruno Le Maire dit qu'il n'a pas fait grand-chose pour l'immobilier, le logement... C'est une prise de conscience que... Voilà. Ça aurait pu être difficilement pire. Après, encore une fois, c'est sa citation, il n'y a aucun jugement de valeur là-dessus. Donc, le gouvernement, et sur les dernières années, n'a pas fait grand-chose sur l'immobilier. Donc j'ai envie de dire, ça peut que être mieux dans ce qui va arriver. Enfin, ça va soit rester en l'état, soit être mieux. Donc nous, on observe ça de près. Et encore une fois, c'est ça qui me semble intéressant avec des plateformes spécialistes comme la nôtre, c'est que ce qui nous intéresse, c'est l'investissement immobilier, en crowdfunding immobilier et au sens large. Et c'est d'aller trouver les bonnes opportunités selon le contexte. Ouais. Donc nous, quand il y a des périodes qui peuvent être mouvementées ou même de stabilité, c'est d'aller cibler les bonnes opportunités au bon moment. Et quoi qu'il arrive, il y aura des opportunités. Quoi qu'il arrive, il y aura des opportunités. Moi, j'ai envie de finir là-dessus, sauf si vous me dites à la régie qu'on a un flot de questions qui arrive, qui va débouler. Aucune. Je pense qu'on a fait le job ce soir pour vous expliquer effectivement le projet en crowdfunding immobilier, de la souscription au remboursement, au réinvestissement. Merci beaucoup, messieurs, pour ces explications limpides et très claires sur le sujet. Merci beaucoup. Merci Laurent. Merci Laurent. Bon, et je le rappelle, comme d'habitude, vous le savez, on l'a dit au début, on le redit à la fin, le webinaire, si vous n'avez pas pu tout suivre, tout voir, il sera en replay, je l'espère, très très bientôt. Là aussi, quelquefois, on est un petit peu en retard sur le site de Boursorama. Et puis, vous connaissez la chanson, restez avec nous encore quelques secondes après le clap de fin, le temps de remplir un court questionnaire de satisfaction. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, très bonne soirée et à très bientôt.